Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode d'Arsenal French Club, le débrief. Aujourd'hui, nous débriefons du déplacement d'Arsenal à Chelsea. L'enjeu était simple. Au début de la rencontre, Chelsea 5e recevait Arsenal 6e. Les deux équipes avaient 18 points. Et en cas de victoire, nous pouvions remonter sur la troisième marche du podium provisoire de la Première Ligue. Il en a été tout autrement. Pour débriefer de cette rencontre avec moi, les deux experts du jour, je commence par un habitué maintenant, ces dernières semaines, Thomas des Artilleurs. Salut Thomas, Salut les gars. comment vas-tu? Oh, ça aurait pu être mieux. Très frustré de ce match, donc Joker. hâte d'en reparler. Ouais. Et Julien, salut Julien. Salut les gars. Julien, dont je vous ai parlé dans mon dernier podcast. En tout cas, je l'ai cité dans mon dernier podcast en direct de Milan, qui avait été enregistré pardon, à Milan, puisque Julien était aux côtés de Flo, également des artilleurs, et nous avons pu passer une partie de l'après-midi ensemble et nous étions côte à côte dans le stade pour regarder le match. Messieurs, merci d'avoir accepté mon invitation. Et je vous propose de commencer dès maintenant le débrief de la rencontre. Corentin, je vais vraiment t'appeler Corentin toute la soirée. Thomas, j'en suis désolé. Thomas, Aucun tu le souci. sais un petit peu. Julien, je ne sais pas si tu es adepte des podcasts ou pas. L'un des animateurs a mis en place une nouvelle rubrique qu'il a appelée l'instant passion. J'appelle ça le coup de cœur, coup de gueule. En début de podcast, on demande à chacun de nos invités quel sera son coup de gueule ou son coup de cœur sur lequel nous ferons un petit focus durant cet épisode. Du coup, Julien, je te prends un petit peu à chaud. On va commencer par toi, Thomas. Quel serait ton instant passion de cette rencontre, si tu en as un? Franchement, pas évident. Mais allez, je dirais la qualité des rentrées. Celle sur notamment Trossard Merino, j'ai trouvé vraiment pas mal. Trossard avec? Trossard avec ouais, l'entrée de Trossard et l'entrée de Merino que j'ai trouvé très bonne. Alors, j'annonce à nos auditeurs que ce podcast va être très intéressant. Julien, du coup, À moi, bien évidemment, je ne pouvais pas passer à côté, mais le retour du patron, le retour du capitaine, le grand Martin Odegaard, qui, euh, on voit tout de suite la différence ouais. quand il est de retour. Et puis, ce qui nous a manqué depuis un mois et demi, 2 mois, cette spontanéité devant sur le but de Gabi, ça fait toute la diff, quoi. Donc, assez exceptionnel, quoi. Ok. Garde quelques arguments quand on y viendra. En tout cas, merci messieurs. On commence par la traditionnelle composition pendant que le chat est en train de bouffer le PC. Alors, au but, nous avions Raya de droite à gauche, White, Saliba, Gabriel et Timber. Un milieu plus traditionnel qu'on avait l'habitude de voir l'année dernière avec Partey, Rice et, comme le disait Julien, le retour d'Odegaard tant attendu, peut-être prématuré, mais vu le match qu'il a fait, heureusement qu'il était là. Et devant, Saka, Havertz et Gabriel. Messieurs, rapidement sur cette compo, euh, alors j'ai un petit peu orienté mes questions. On s'attendait, ben, on était très peu à s'attendre à une titularisation de Rice parce il s'est pas entraîné quasiment de la semaine, puisqu'on parle quand même d'une fracture ou en tout cas il y a quelque chose au niveau d'un orteil, donc il n'a pas pu, il n'aurait pas pu s'entraîner. Je vais mettre ça au conditionnel, mais en tout cas c'est les infos que l'on a. Et il y avait le fameux cas de garde que l'on a vu rentrer tout à la fin à Milan, où les avis divergeaient. Et là, je vais vous demander quel était le vôtre, du coup, à savoir, comme moi, je pensais qu'il était un peu prématuré de le faire rentrer juste avant la trêve internationale pour pas qu'il y ait une rechute à sa rééducation. Et il y a ceux qui disaient qu'il devait absolument jouer. Donc, messieurs, la parole est à vous. Vous avez pensé quoi de cette compo et notamment sur ces deux sujets que je viens d'aborder? Qui prend la Vas-y, parole? je te On laisse la commence avec parole si tu Julien, veux. le petit nouveau. Allez hop, c'est parti.
Et très bien. Non, bah, au tout début, on s'est tous dit, ça y est, notre 11 type est de retour, même si certainement Calafiori est peut-être le dernier qui nous manque sur le 11. Mais ça a fait plaisir, déjà juste à la vue du 11 de revoir de revoir Odegaard et de revoir ce milieu-là très intéressant. Après, la toute petite critique, peut-être, ça serait sur le positionnement de Partey. Je pense que 90% de la fanbase voudrait voir une bonne fois pour toutes Rice en 6 et Partey sur le banc et enfin jouer Merino sur les côtés d'Odegaard. Je pense qu'on va l'avoir Je suis pas un sûr. jour. En tout cas, là, ce qu'on a vu, même si on avait Partey en 6 et Merino de garde, pour reprendre un peu ce que disait Tom, c'était intéressant. Donc, ouais, moi, globalement, quand j'ai vu la compo, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, ça y est, enfin, sur le pic de forme d'Odegaard, je me dis que ils ont assez attendu pour pouvoir le faire rejouer. S'il a joué ces 10 minutes-là à l'Inter, c'était aussi pour pouvoir être titu ce week-end. Et je trouve que ça a été un choix payant. Donc, ouais, globalement, la compo, ça fait plaisir de voir enfin une compo qui aurait dû être celle depuis le début, quoi, sans les blessures. Je suis pas sûr qu'il a joué 10 minutes à Milan. Thomas, pardon. Ouais, bah, pareil, très content de les retrouver. Content de voir Martine démarrer. Arteta disait que si les joueurs s'entraînaient avec le groupe, c'est qu'ils étaient prêts à jouer. Donc voilà, partant de ce principe-là, c'était important de le faire jouer. Je pensais pas qu'il finirait le match, par contre. Après, on a bien vu que Martin ne faisait pas les mêmes efforts que d'habitude. Il a quand même été préservé sur les efforts, notamment sur le pressing. C'est Kai qui se lançait souvent tout seul au pressing, donc souvent notre pressing n'était pas très très efficace. Martin l'a fait un peu plus en deuxième mi-temps et il récupère le ballon du but. C'est lui qui vient récupérer le ballon haut, donc il a été actif un peu plus en fin de match. Par contre, on voit bien que son rôle dans notre match, notamment sur toute la première mi-temps, il initiait beaucoup moins les pressings qu'il fait d'habitude. D'habitude, c'est un marathonien, Martin, mais là, on a vu qu'il était un peu plus réservé sur ses efforts. Par contre, moi, je reviens sur ce que tu, enfin, je reviens sur ce que tu disais. Il manque Calafiori et j'avais des réserves sur Timber à gauche. Et j'en ai encore plus après ce match-là où je l'ai pas trouvé terrible. Et voilà, je trouve que on a un problème ici encore parce que Calafiori, ça va nous changer la vie hein, quand il sera là sur ce côté-là. Hein. Le Neto, quand il est passé sur le côté de Timber, il nous a fait hyper mal. Et c'est pas anodin et c'est pas anodin que Martinelli soit toujours titulaire. Parce que je pense que si c'était Calafiori, Martinelli serait resté sur le banc avec ses performances, mais Martinelli il reste juste pour couvrir ce côté gauche. Je pense qu'on fait de la compensation sur ce côté gauche de manière évidente parce que Timber est pas à l'aise. Et ouais, Du coup, alors je vais juste rebondir pour que tu puisses aller un petit peu au fond de ta pensée ouais. et que je la comprenne. Quand tu dis que tu n'es pas convaincu de Timber, est-ce que c'est sur la partie globale du joueur? Est-ce que c'est sur la partie défensive? Est-ce que c'est son apport offensif? Il y a quoi qui t'a dérangé dans ce Franch- match-là et dans les dernières prestations sur Timber? Bah, en fait, franchement, comment dire, son visage est radicalement différent quand il est côté droit. On voit que, je crois qu'il a fait un ou deux matchs côté droit. C'est radicalement différent. On le sent en confiance sur ses interventions, on le sent en confiance offensivement, etc. Là, il a quelques éclairs offensifs. On les voit des fois, on voit le traverser le terrain, etc. Mais je trouve que défensivement, il est en retard. Il laisse beaucoup d'espace à Neto. Il lui a laissé beaucoup d'espace. Plusieurs fois, on l'a vu rentrer pleine balle. Et on a vu tout le monde se jeter parce que Timber avait du mal à suivre. Pourtant, il était sur son bon pied. Enfin, son pied droit est sur le pied gauche de Neto. Et pourtant, on avait la sensation que il était dépassé. Et du coup, j'étais un peu frustré. Et quand je vois Martinelli à quel point il est revenu, le nombre de fois il est revenu, c'est qu'il y a une faiblesse sur ce côté-là. Tu sens que peut-être dans sa tête ou quoi, mais tu sens que c'est pas totalement ce qu'il souhaite faire. Et Arteta est très, il répète souvent que ses joueurs doivent jouer sur leur bon pied. Et Timber, il joue pas sur son bon pied quand il est là. Donc ça rejoint ce que je dis sur comment dire, sur nos lignes de passe. Pour moi, Timber, là, il est pas en confiance et il se met pas dans de bonnes situations. Alors Thomas, si je peux me permettre,
Vas-y. Ce que dit Arteta, je vous conseille vivement de vous en méfier, surtout ces derniers temps, parce que entre ce qu'il a dit à la fin du match de Milan, où je pense que le mec était dans le, c'était même plus de la com, c'était du déni, et vraiment du déni. Quand je reprends sa citation que tu viens de donner, il dit ça, mais tu le vois nulle part sur le terrain, puisque Gabriel est un faux pied à gauche et Saka est un faux pied à droite. Euh, Oui, les ailiers, c'est différent. Enfin, les ailiers sont tous pieds inversés, mais les autres joueurs sont, c'est pour faciliter la fluidité des passes. Donc c'est pour ça que t'as Declan Rice qui est à gauche et t'as Martin Gar qui est à droite. Mais avec tes arrières de chaque côté, tes arrières normalement ils doivent être sur leur bon pied. Bah, Parce que ça ça te aide fait pour des, centrer, ça aide pour plein de choses, hein, pour déborder, ouais 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 c'est ça. ça crée de la largeur aussi, parce que du coup, quand tu es sur ton mauvais pied, bah, tu as tendance à rentrer sur ton bon et donc du coup Mm, à ramener, mm. à ramener du nombre dans l'axe. Sur la compo, je pense que tout a été dit. On va parler un petit peu de cette première mi-temps, puisque de toute façon, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, mais en tout cas, on revient en vestiaire avec le score de 0-0. En tout cas, il n'y a pas de but à débriefer. Il y a pour moi une occasion franche de chaque côté. Alors, il y a d'abord la frappe de Palmer au bout de la deuxième minute, claquée par Raya, mais je pense honnêtement que la claquette était plus pour les photographes que pour autre chose. Mais on a le ballon de Martinelli qui est en vis-à-vis. Et juste avant, on a le centre de Neto pour la tête de Gusto qui devance Timber d'ailleurs, mais qui ne cadre pas sa tête. Mais Neto qui aura fait du mal du côté où il était. Ouais ouais Parce ouais. qu'il a fait du mal à White et il a fait du mal à Timber quand il a permuté. Mm, mm, Par mm. contre, alors, je vais pas vous demander votre avis puisque tu viens de le donner Thomas, mais du coup, moi j'ai vu autre chose et du coup, on va peut-être interroger Vas-y. Julien là-dessus. C'est que tu disais que si on parle de la première mi-temps, on a 10 premières minutes où je crois que la possession, pardon, c'est du 75-25 pour Chelsea. Donc on avait clairement décidé de leur laisser le ballon où on n'avait pas le Mm. choix. Je sais pas, on le verra comme on veut. C'est Ouais, ce c'est qu'on ce fait qu'on à fait l'extérieur à traditionnellement. chaque Ouais. fois. Ouais. Par contre, moi je vais vous donner mon ressenti sur cette première mi-temps et notamment le début de la première mi-temps. En gros, le premier quart d'heure, 20 minutes. Où là, je me suis dit en fait, c'est dingue comment le retour d'Ødegaard d'un seul joueur, sachant qu'il n'avait pas encore fait du grand Ødegaard, peut redonner certaines confiances et certaines Mm, certitudes à une équipe en difficulté mm, ou mm. en Ouais, c'est clair. convalescence. Mm, Parce mm. que, bizarrement, alors que, encore une fois, hein, il n'était pas encore en mode organisateur de jeu, etc., on a retrouvé très rapidement des dédoublements de White dans le dos de Saka, qu'on ne voyait plus pendant quasiment les 6 dernières semaines. En tout cas, tu le voyais beaucoup moins, Thomas. Euh, Ils étaient mieux faits, disons. Mais White, il fait régulièrement des montées quand même, hein. Moi, je le trouve Déjà, souvent en on a montée, mais déjà pas White, on l'a toujours un peu trouvé. moins vu, mais voilà. Et on a vu aussi, alors là, du coup, c'est là où moi j'étais un petit peu étonné de tes propos. Moi, j'ai trouvé que Degarde a été celui qui a orchestré le pressing. Toi, tu me dis que c'était Havertz, bah, tu m'as dit que tu as trouvé que c'était Havertz qui était le premier presseur, si tu veux. Ah oui. Moi, j'ai trouvé que c'est Ødegaard qui a géré ce pressing-là en étant très haut et en impulsant, comme il le faisait avant sa blessure, les pressings. Alors après, en fonction de sa position et de là où est le ballon, c'est effectivement Havertz ou Ødegaard qui pressait en premier. Mais moi, j'ai trouvé que c'était vraiment l'investigateur, si tu veux, de ce pressing-là. Et du coup, on a retrouvé un vrai leader qu'on n'avait pas pendant son absence. Est-ce que là-dessus, au moins, on est d'accord? Ah oui, oui, sur le leader, sur l'organisateur, sur la confiance, c'est clair et net. Tu sens que le capitaine, il est de retour. Après, c'est juste sur sa gestion des efforts où, en deuxième mi-temps, était beaucoup plus généreux dans les efforts. Il l'organisait, mais tu voyais souvent Kai en première mi-temps courir un peu tout seul, se faire un peu balader d'ailleurs. Et, et voilà, mais après, c'était peut-être aussi tactique, quoi.
C'est vrai que la période, elle est compliquée pour Havertz en ce moment. Dans le jeu, hein. Je parle même pas de ses performances pures et dures, mais dans Mm, le jeu, dans ce qu'on lui propose et dans ce qu'on lui laisse pour se mettre en avant, mm, mm. c'est C'est pas dommage. officiel. Ouais. Ouais, son but, ça aurait pu le remettre un peu en confiance comme Trossard. C'est pareil, on pourra en reparler. Ouais, ouais. Dodo. Alors bah, là, moi, c'est là où je vais t'attendre sur ton coup de cœur, parce que l'entrée de Mm. Trossard. Julien, ta première mi-temps, tu l'as ressenti comment? Tu l'as vécu comment? Tu en as pensé quoi? Je suis d'accord avec vous sur les 10-15 premières minutes qui ont été compliquées. Il a fallu qu'on se mette dedans. Et puis après ça a été beaucoup, beaucoup mieux. Jusqu'au but refusé. Le but refusé, logiquement, hein, mais Ouais. il y avait hors-jeu, Précisons-le, mais logiquement refusé, ouais. pas vraiment hors-jeu. Donc c'était 37 ou 38e, je crois. Et à partir de là, 32. on est un peu revenu comme au début de première mi-temps. C'était 32. 32e, ouais. Oh, c'était 32. Après ça, j'ai trouvé, en fait, on a fait un peu 15-15-15. 15 pas ouf, 15 très très bonnes. Et après ce but refusé, on est un peu redescendu en qualité. Et après aussi, d'accord sur l'aspect où le pressing et puis le côté patron d'Odegaard qui a quand même l'impression de rassurer l'équipe. Alors peut-être que, comme tu disais, un peu plus de montée de White. Moi, ça m'a pas forcément plus marqué que d'habitude, mais peut-être que ça leur apporte un peu plus de confiance là-dessus aussi. Mais oui, j'ai plus vu aussi le pressing de d'Odegaard en deuxième mi-temps, un peu comme on a l'habitude de le voir, très généreux. On voyait il était vraiment patron, il voulait faire remonter le bloc. Et j'ai plus vu du coup Havertz pour moi en première mi-temps. Mais ouais, globalement, trois phases pour moi sur cette première mi-temps où on aurait pu rentrer au vestiaire avec un but pour nous si Havertz avait ne pas été hors jeu, mais sinon, ouais, pas grand-chose d'autre à dire, quoi. Mis à part l'impact positif du retour d'Odegaard, quoi. Ouais, à noter que le positionnement sur premier mi-temps de Palmer dans les 10 premières minutes, premier quart d'heure, nous a mis énormément de difficultés, je trouve, entre les lignes. Et quand on a commencé à régler ce problème-là, je trouve qu'on a quand même pas mal éteint Palmer et finalement on lui a laissé que des miettes sur coup de pied arrêté, mais qu'il a toujours frappé dans le mur. Mais son début de match m'inquiétait fortement, vraiment, hein, parce qu'il trouvait le positionnement, il trouvait les espaces vides entre les lignes qu'on savait pas forcément gérer. Et, euh, et je me suis dit que c'était vraiment son positionnement qui pourrait faire la différence cette première mi-temps-là. Mais fort heureusement, je ne sais pas si c'est lui qui s'est éteint ou nous qui l'avons aidé à s'éteindre. Mais en tout cas, ouais, un Palmer Il a moins éliminé, performant que ce qu'on aurait pu attendre de lui. il a éliminé facilement Partey deux, trois fois, Ouais, justement, en première mais période. en plus, c'est même pas sur la vitesse, c'est que sur la fin de corps qu'il élimine, hein. Et on discutait avec les gars sur Discord, avec Flo et tout, justement, et on s'est dit, mon Dieu, si ça continue comme ça, il va avoir des espaces tout le match. Et effectivement, ou il s'est éteint, ou c'est nous qui avons rectifié un peu mieux le tir. Je pense Mais qu'il y a un peu des voilà, il deux, nous a mais pas entre les deux, ouais, effectivement. donc du coup, je vais pas dire rien à se mettre sous la dent, mais c'était vraiment, moi j'avais l'impression de voir deux équipes qui ne voulaient absolument pas perdre, en tout cas. Euh, Même si j'ai l'impression que Chelsea vit un début de saison un petit peu contraire au nôtre, c'est-à-dire que par rapport à la saison dernière, leur cinquième place reste quand même, je sais pas dire flatteur, mais ils viennent tellement de nulle part l'année dernière que finalement, cette place-là au classement, on pourrait penser que ça peut les satisfaire. Julien, je sais pas si tu veux parler ou pas, mais je crois que tu es en mode robot là. Thomas, tu es d'accord avec moi? Oui. Ouais. Du coup, je vais continuer. Contrairement à Arsenal qui joue officiellement le titre et qui ne peut plus se permettre, en prenant un point sur neuf lors des trois derniers matchs de championnat, ne pouvait plus se permettre de laisser des points en route. Et en plus de ça, on avait quand même l'avantage de jouer les derniers lors de cette journée de championnat et de connaître le résultat de nos adversaires directs. On sait que
Nottingham Forest a perdu. On sait que Tottenham, bon, ça fait toujours plaisir, a perdu. On sait que City hier a perdu et on sait que Liverpool a gagné. Donc, je veux dire, à un moment donné, quand tu joues le titre et que tu sais ça, et c'est là où moi, c'est ça qui me dérange dans le match, dans sa globalité, et finalement dans la première mi-temps comme dans la deuxième, c'est que finalement, on voit pas une équipe qui a envie de forcer son destin. Je sais pas si tu l'as ressenti comme ça, Thomas et Julien, si on l'a retrouvé entre-temps, mais moi, c'est ça qui m'embête en fait. Pour moi, les 3 points étaient obligatoires ce soir. Le point du match nul ne compromet pas entièrement la course, même si je trouve que là, on commence à prendre beaucoup de retard. Alors, Julien, il va falloir qu'on trouve une solution technique parce que là, du coup, ton micro, il est en mode robot et que je pense que tu veux prendre la parole, mais qu'on ne t'entendra pas. Euh, Du coup, Ouais, bah Thomas, après, toi, t'en penses quoi ouais, par rapport à ça? ouais. Ouais, bah c'est. De toute façon, que les autres gagnent devant ou pas, de toute façon, on pouvait pas faire ce cadeau de faire des points. Là, il fallait des points, peu importe qui on avait en face. Je suis frustré parce que clairement, on peut faire vraiment mieux. On a des grosses occasions en deuxième mi-temps et qu'on peut pas louper, qu'on ne doit pas louper. Maintenant que les autres perdent des points au-dessus, ça, je le dis depuis le début de la saison, c'est vraiment une saison différente. City étant en perdant Rodri est en vraie baisse de forme, donc je suis pas du tout étonné que City perde des points. Ça fait quelques temps déjà voilà, ils sont en bout de parcours. Liverpool, ils sont peut-être un peu en surchauffe, mais le fait est qu'ils prennent quand même beaucoup de points. Et donc voilà, là c'est une vraie mauvaise opération. C'est rassurant sur certaines parties du jeu, notamment le retour de Martin qui nous fait beaucoup de bien. Le but de Martinelli qui doit lui faire du bien aussi en termes de confiance, mais bon, c'est quand même très frustrant en termes de points parce que voilà. Bah, tu parles de Liverpool en surchauffe, mais Liverpool ce soir, c'est 9 points d'avance, hein. Ouais, ouais, ouais. Mais après, c'est Et ça aussi, c'est commence à aussi, faire beaucoup. Alors, je sais qu'il y a un City-Liverpool. ils ont eu un parcours très cool, Liverpool. Ouais, à part, alors, ils nous ont Ils joué nous. Après, Ouais. il est un peu plus simple. Aston Ok, Villa. je te l'accorde. Mais Non, mais ils sont, City, ils sont, ils sont en surchauffe dans le sens, c'est pas forcément négatif, hein. Ça veut dire que il- tu as il- des équipes comme ça en début de saison qui peuvent être très très bien et tout marche bien pour eux et tant mieux. Je sais pas si ça va tenir sur le coup. L'année dernière, on avait des équipes comme ça qui avaient explosé en début de saison. C'était West Ham qui était premier dans tout le monde, je crois, l'année dernière, et puis après, ils sont redescendus tranquillement. Donc voilà, on va voir comment ça se donne. Mais là, ils ont la confiance, hein. C'est comme Chelsea, hein. Ils avaient la confiance avant ce match-là. Donc, ouais, mais on devait. Après, ça reste du foot et je veux dire, tout n'est pas écrit d'avance et encore mm, heureusement, pardon, mm, parce que sinon il n'y aurait aucun intérêt à regarder un match de foot. Mais mm, c'est ce qu'on se disait en off entre nous, c'était que en cas de victoire, on prenait 21 points, on était à 2 points derrière City. Alors qu'il va très mal, mais tu vois, 4 victoires, 4 défaites consécutives pour City, mm, mais ils sont encore deuxième à 5 points du premier, quoi. mm. Donc, Ouais, il y en a une en Ligue des et Champions, il mais y en a une en Ligue des Champions, ouais. Mais alors, il y en a deux, finalement, c'est deux consécutives en championnat, puisqu'ils ont perdu en Cup et ils ont perdu en Ligue des Champions, mm, et les deux derniers en championnat. Mais ils sont qu'à 5 points de Liverpool, et, mm. et Ah, nous ils ont aussi, de toute encore façon, 4 on était pas bien, de toute façon, hein. C'est et pareil. ils ont 4 points d'avance sur nous, quoi. Donc Mm, mm, mm. c'est assez compliqué. Est-ce qu'on a retrouvé notre ami Julien? Est-ce qu'il a retrouvé de la connexion de là où il vient? Mhm. Ou est-ce qu'il est encore en mode robot? Vous m'entendez ou pas? Ouais, là je t'entends, ouais. Ok, c'est bon, je suis là. Du coup, est-ce que tu as un avis? Est-ce que tu as suivi ce qu'on s'est dit? Ou en gros, j'expliquais à nos auditeurs et j'en parlais avec Thomas, c'était que la grande frustration de cette première mi-temps et de la rencontre en général, c'était qu'on connaissait tous les résultats de nos adversaires, directs ou indirects, et que une victoire nous remettait sur le podium à 2 points de City et à 7 points de Liverpool.
et que du coup, je trouve que dans l'attitude, on n'a pas vu une équipe. Et il faudrait que tu désactives, tu as un haut-parleur, on s'entend en double, Julien. Et dans l'attitude, j'ai pas retrouvé une équipe qui avait vraiment l'envie de gagner, quoi. Voilà. Je sais pas si tu as quelque chose à dire par rapport à ça. Alors oui, oui, c'est vrai que quand j'avais vu tous les résultats, j'avais réussi à suivre ce que vous avez dit. J'étais globalement d'accord aussi avec vous. C'est vrai que ça nous mettait une petite pression d'aller gagner à Chelsea pour pouvoir vraiment recoller. Après, moi, je me suis dit, à la fin du match, bon, on récupère quand même un point sur City. La saison elle est encore extrêmement longue. On a pu échanger pas mal aussi cette semaine depuis le retour de Milan sur le championnat et se dire que bon, à un moment donné, Liverpool ne va pas pouvoir faire une saison stratosphérique toute l'année en ayant juste un 11 titulaire et pas beaucoup de possibilités. Donc, donc il faut malheureusement prendre pour moi les points qu'il faut prendre, même si j'aurais préféré repartir avec les 3 points de Stamford Bridge. C'est toujours un point de prix en plus au moins sur City. Et puis au moins on arrête de plus prendre 2 points en PL, quoi. Donc ça faisait qu'un seul point de prix sur les 3 derniers matchs. Donc voilà, moi c'est mon état d'esprit, mon point de vue, il est là en ce moment, quoi. Il va falloir réapprendre à gagner, bien évidemment, parce que sinon on va jamais avancer. Mais voilà, là avec notre 11 quasiment titulaires, on va pouvoir, je pense, regagner des matchs, quoi. Paul, ton micro est coupé. Merci beaucoup, Thomas. Je disais je disais tout seul, du coup, je faisais un monologue, que le danger pour moi était de faire une saison comme si on était sûr que Liverpool va s'éteindre à un moment donné. Ils vont avoir des matchs plus compliqués, mais on le sait tous. Je reprends l'exemple de Leicester à l'époque. Quand tu es top of the league avec des points d'avance, des points d'avance, des points d'avance, à un moment donné, la confiance, elle est là aussi. Et ça te rajoute une sorte de puissance pour toi, mais vis-à-vis de tes adversaires, qui peut t'emmener au bout. Donc, du coup, attention à ça. On va enchaîner avec la deuxième mi-temps, messieurs. Et là, du coup, je vais t'attendre vraiment au, au tournant, Thomas, avec, avec la deuxième mi-temps qui commence plutôt calmement. Et on arrive à cette 60e minute de jeu. Alors, c'est le premier but qui arrive et qui est signé Martinelli sur un centre de Ødegaard. C'est là qu'on se dit que le retour de Ødegaard fait du bien quand même, vraiment, parce que c'est du Ødegaard dans le texte, c'est-à-dire dans un espace réduit, une conduite de balle, bah, un contrôle parfait, pas d'élan, il lève la tête, etc. Centre au deuxième poteau. Il y a Martinelli qui contrôle de son pied gauche et qui se met directement sur son pied droit. Il a Saka juste à côté de lui et il frappe du droit dans le petit côté, au premier poteau. Et alors là, messieurs, très clairement, même si je suis très très content, alors vous connaissez pas non pas mon admiration, mais ma défense sur le cas Martinelli, donc je suis très content qu'il marque. Mais bon, alors, est-ce qu'il faut parler du but de Martinelli de l'appréciation du gardien de Chelsea sur ce but-là? Mais là, clairement, pour moi, le gardien, il est responsable. De toute façon, généralement, on dit que le but au premier poteau, il est pour le gardien. Donc, je trouve encore plus sur ce but-là. Vous, messieurs, votre avis sur ce but? Vas-y. Alors, ben, oui, t'as bien, comment, bien les résumé. Pour moi, je pense qu'aussi Sanchez doit faire beaucoup mieux. Après, le déclencheur, c'était dans mon petit gros coup de cœur du début de podcast, c'est la passe d'Odegaard. Pas en une touche, mais ce petit lob là qui permet de pouvoir détruire quasiment toute la défense de Chelsea. Et puis après, c'est juste magnifique. Moi, je me suis extasié devant le but d'Odegaard parce qu'il m'avait tellement manqué et que
ce genre d'action, ce genre de spontanéité, c'est ce qui nous a terriblement manqué et du coup, c'est le gros plaisir, c'est ça quoi. Sur le but, moi, c'est vraiment du plaisir parce que je me dis, ça y est, le boss est revenu, la spontanéité du mec est juste exceptionnelle sur le but. Donc, et après que Martinelli marque, c'est bien aussi parce que il en a cruellement besoin, gros manque de confiance et puis comme disait Thomas aussi, grosse compensation défensive Défensive. sur le côté gauche. Donc du coup, forcément moins de puissance sur l'avant. Et contrairement à Chaka où il arrive encore à faire des grosses diffs, on sent qu'il est un peu plus peut-être fatigué ou en tout cas qu'il a un peu moins de jus. Donc le fait qu'il marque lui, ça c'est bien aussi pour sa confiance. Mais ouais, globalement, gros positif sur le but. C'est sûr que Sanchez doit clairement faire mieux, mais bon, tant mieux pour nous. Et puis c'est bien, c'est que Colwill aurait peut-être dû être sorti en première mi-temps sur un gros tacle, et puis c'est lui qui couvre Martinelli sur le but, donc justice a été faite. Donc voilà. Thomas? Ouais, bah, par rapport à Martinelli, tu voulais Par dire? rapport au but, par rapport à ce que tu as Ouais, envie de dire, tu sais que la parole est ouais, libre. ouais. Ouais, bah non, très content de la passe de Martine. Sa vision de jeu, moi, c'est ça qui me fait plaisir, c'est-à-dire et la vision et l'exécution parfaite, parce qu'on voit que la défense de Chelsea, elle est jamais très bien organisée, que là pour l'instant c'est un peu compensé par la surperformance de Caicedo qui couvre toutes les brèches à droite à gauche. On l'a vu rager en fin de match parce qu'il était tout le temps au four et au moulin. Lui aussi, il aurait pu sortir parce que il en a Oui, cassé oui. il en a cassé des tibias chez nous. Mais non, c'est Odegaard, c'est tout de suite quoi. Dès qu'il voit un espace, dès qu'il voit un trou, il exécute. La passe, elle est très bien. Il a le temps de contrôler, d'ajuster. Il est assez proche du but, donc c'est un peu plus dur pour Sanchez de le prendre. Mais je D'intervenir. trouve que le but, la frappe est très bien placée, elle est puissante et voilà. Donc non, c'est idéal. Là, ils étaient presque deux sur le ballon, tellement l'espace était grand, mais Odegaard l'a vu, il l'a placé et ça. Euh, Du coup, faut pas se mentir, dans un match comme ça, tu ouvres le score et du coup, ça te donne beaucoup. Je vais pas dire de la confiance, mais en tout cas, ça te tranquillise un petit peu quand même. Mais malheureusement, on est incapable de tenir ce résultat-là. On va le tenir 10 minutes et à la 70e, l'égalisation de Pedro Neto, que moi je trouve, j'ai encore une fois essayé de peser mes mots, mais inadmissible. Ce mec-là, c'est l'atout offensif, en tout cas sur ce match-là, c'était l'atout offensif numéro un de Chelsea. Et comment peut-il se retrouver seul à 20 mètres, sans, sans pression, sans rien? Alors après, par contre, il la joue vraiment très bien puisqu'il est excentré côté droit. Et c'est sur un appel de balle, il va rentrer. Personne ne le suit. Martinelli, pour moi, doit suivre sa course au départ. Et Timber, Gabriel doivent monter dessus par la suite. Donc, du coup, petite fausse note, en tout cas, Il y a personne petit. surtout. Il y a Ouais, Il y a personne dans personne, cet ouais. espace-là. C'est-à-dire que normalement, oui, cet espace, c'est Rice, Partey qui sont là. Et là, il arrive lancé dans cet espace. Et t'as Timber qui est obligé de compenser. T'as Gabriel qui couvre malheureusement mal son but. Mais bon, ça arrive. Après, la frappe, elle est très belle, très puissante et tout. Mais il a tout le temps de la faire. Et en fait, le je problème, suis c'est d'accord. que il arrive lancé dans un espace où normalement, tu mets Il y a pas du un monde, pied devant l'autre c'est ça. tellement tout le monde Hmm. est sur toi. Mais Donc on ce est qui est sur, fou, on est aligné à 6 ou à 7 à nos 16 mètres. Mais je vous invite vraiment à regarder et à regarder le départ de l'appel de balle de Neto et du manque de réaction de Martinelli. Encore une fois, je vais pas dire que le but vient de Martinelli, hein. C'est pas ce que je dis, parce qu'entre-temps, je veux dire, le mec il a eu le temps de contrôler, de s'avancer, de Mhm. frapper. Raya pour le coup, dire ce que je vais dire n'est pas faire de l'anti-Raya, mais sur le coup, Raya n'est pas décisif. La Non, mais elle ne peut frappe, pas la sortir. la frappe Franchement, n'est il y a très peu de pas. chances qu'il la sorte. Encore une fois, hein, c'est pas une critique. Je suis pas en train de dire que voilà, mais Non, mais je pense qu'il est plus responsable, c'est ça que je veux dire. Que là, en termes de responsabilité, c'est C'est le milieu de pourquoi il y terrain. a, pourquoi il y a personne au milieu de terrain, tu vois. parce Il a qu'on tout le est, temps de on est, on est, frapper, ouais, on est aligné tu vois. comme Et des. Gabriel le couvre en plus, il est vraiment Ouais. devant lui.
Donc c'est. En fait, il masque le départ de la frappe et je pense que c'est Mm, mm, ça mm. qui fait que Martini ne va pas la chercher parce que la détente, elle n'est pas extraordinaire de la part pas de Martini, de la part de Raya, mais je pense qu'il ne voit pas le ballon partir. Voilà. S'il avait été décisif, voilà, d'une façon ou d'une autre, on aurait pu saluer l'arrêt parce que sinon le match de Raya en lui-même, il est pas très compliqué, hein, à part la frappe de Palmer, mais encore une fois au tout début du match où il s'envole, mais je pense que c'est vraiment plus pour les photographes qu'autre chose. En tout cas, ce but, il est bien rageant parce que du coup, en fait, il annule complètement tout le travail que tu as fait pendant 1 heure de jeu à essayer d'ouvrir le score. Et dans la foulée du but, il y a 2 changements. Et là, du coup, Flo, forcément, tu sais que je vais te donner la parole très rapidement, puisque Trossard et Merino Thomas, remplacent. Bon, Thomas. j'ai dit quoi encore? Tu as eu Flo. Oh là là, c'est une catastrophe, pardon. La prochaine fois, il viendra à ma place, t'inquiète pas. Ouais, tu t'es appelé Corentin, Flo, Ouais, Thomas, t'inquiète. pardon, excuse-moi. Trossard et, Merino, oh là là, Ouais. remplacent Martinelli et Rice. Rice, je pense que physiquement, en fait, je pense pas que l'entrée de Merino soit un choix tactique. Je pense que la douleur, elle a dû être trop importante au niveau de Rice, parce qu'on l'a pas senti rincé, parce que, je sais pas, à moins que vous pensiez que c'est un changement vraiment tactique dans la vision du jeu d'Arteta, mais moi, je pense pas. Et Martinelli, peut-être que, ouais, à l'heure de jeu, bah, à 70e, généralement, on sait que c'est là qu'il aime faire ses changements. Et c'est là où on attend aussi Trossard, pour en avoir parlé, reparlé, reparlé, notamment sur le débrief de Milan. C'est là où on attend Trossard en super sub. Et malheureusement pour moi, on n'aura pas vu de Trossard, et je vais reprendre le terme de Méchade, on aura vu un Clément Turpin. Mais là, on va être visiblement, Thomas, toi et moi, en désaccord, puisque moi, j'ai pas du tout aimé l'entrée de Trossard. Dans la foulée, il y a un nouveau centre, mais l'action quasiment copier-coller du but. Un nouveau centre d'Odegaard pour Merino, mais qui ne peut pas la toucher. Je vais au bout de la deuxième mi-temps pour vraiment focaliser, de la deuxième période, pardon, pour focaliser vraiment sur vos coups de cœur. Troisième changement, Jesus pour Saka, pardon. Et fin de match, Trossard, une première fois. Mais du coup, je sais pas si sur le débordement de Jésus, est-ce qu'il est hors jeu, Jésus ou pas? Je sais pas. Moi, j'ai pas revu. Je peux pas vous dire. Mais je vous parle de l'occasion Oui, où oui, il est Jésus, hors jeu. il est hors Oui, jeu. oui. Ok. Mm. Donc Oui, hors jeu, ouais. du coup, ça annule la frappe monstrueuse dans la tribune de Trossard, mais au 6 mètres, elle doit être au fond s'il n'y a pas hors jeu, parce que s'il n'y a pas hors jeu, je pense qu'il met la même frappe. Et on a Trossard à la dernière seconde qui enlève un ballon à Verts et et qui fait du mal. Donc du coup, tu l'auras compris Thomas, moi l'entrée de Trossard, j'ai pas aimé, Mm. contrairement à toi. Celle de Merino, encourageante, pas exceptionnelle mais encourageante. Je trouve qu'il a pris énormément de risques dans la relance, dans ses dribbles. Et heureusement pour lui, sa justesse technique a fait la différence, ou sa protection de balle a fait la différence. Mais si tu perds le ballon dans les zones où il se permet de dribbler, je pense que la correctionnelle, elle est juste derrière. Du coup, Thomas, je vais te laisser la parole sur notamment alors l'entrée des remplaçants au sens large, mais le cas Trossard, parce que j'ai hâte de t'entendre. Mm. Ouais, moi, ce que j'ai trouvé sur Trossard, c'est en effet la finition, ça a vraiment été dégueulasse. Et je suis le premier à avoir gueulé Ah, quand il a loupé ses occasions. c'est Par éclaté. contre, le reste, j'ai trouvé vraiment très bon. J'ai trouvé qu'il faisait des différences, qu'il était toujours très surprenant. Il a fait beaucoup de rentrées intérieures du jeu. Donc il a arrêté de se foutre dans son coin comme Martinelli fait trop souvent, s'arrêter, repartir en arrière, ce qu'il a fait à peu près 15 fois dans le match. Trossard, il est arrivé, il a fait 20 minutes où il a provoqué, il a trouvé des solutions à l'intérieur, il s'est proposé, il a proposé des solutions, il a mis les autres dans de bonnes situations de passes, de frappes, ça n'avait plus rien à voir. Vraiment, on avait beaucoup plus d'ouverture, comme si le jeu s'ouvrait du jour au lendemain, alors que les joueurs en face sont restés les mêmes. Et du coup, j'ai trouvé que ça, enfin, un peu de créativité, un peu de prise de risque. Trossard, les derniers matchs qu'on a vus, on l'a pas vu. On l'a pas vu. Les derniers matchs, il jouait, on ne savait pas s'il jouait, tellement il était invisible. Là, il a fait des choses.
Je suis dégoûté qu'il n'ait pas fini parce que pour moi, ça aurait justement couronné son match, comme Merino qui loupe une occasion aussi, même si c'est pas un offensif pur, mais Mhm. je trouve que c'est franchement les deux méritaient, surtout pas trop ça, c'est pas mérité, ils devaient marquer, ça c'est une évidence, mais toujours est-il que ces deux-là, on les a vus rentrer. Jesus, vous l'avez vu rentrer ou pas vous? Vous l'avez vu faire quelque Non, chose? Non, moi catastrophique. j'ai rien vu. J'ai rien vu de Gabriel Jesus. Et je suis presque dégoûté que ce soit pas Nwaneri qui soit rentré, parce que Jesus, si c'est pour faire une rentrée pareille, faut que tu retournes jouer en Carabao Cup. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Un joueur comme ça, dans un match comme ça, on doit le voir. Et on l'a pas vu. Les deux qu'on a vus sur la deuxième mi-temps, c'est Merino, Trossard. Et on a, je regardais là, trois, trois grosses chances de marquer. Et c'est grâce à ces joueurs-là, en deuxième mi-temps. C'est grâce à ces joueurs-là. En première mi-temps, on n'en a qu'une. On n'en a qu'une. Et clairement, ces joueurs-là ont apporté. Merino, sur ce que tu dis au milieu de terrain, alors je vais te dire, oui, il prend des risques. Par contre, c'est ce qu'on attend en fait. On attend des milieux qui prennent des risques. Parce que des milieux, Rice, Partey, qui font des passes sur les côtés, qui reviennent au centre, qui repassent sur le côté, qui reviennent au centre, qui repassent derrière, qui repassent au centre, on l'a vu toute la première mi-temps. Merino, il rentre, il va prendre des risques, faire des choses. Il est très très serein techniquement. Et ça, wow, ça fait du bien très serein dans les tout petits espaces que Rice nous apporte pas forcément. Moi, j'ai trouvé son entrée très bonne et j'ai trouvé ses combinaisons avec Merino, avec Partey justement, avec Saka. Je me suis dit, ah oui, en fait, c'est possible de jouer dans la densité. On arrête de contourner ce bloc comme on l'a fait contre l'Inter, hein. Contourner ce bloc pendant 15 ans et balancer 50 centres. Là, on a trouvé des solutions dans l'axe, entre les lignes de Chelsea. Et oui, on a joué un peu plus comme Arsenal, quoi. Et ça m'a fait plaisir d'avoir un joueur qui était à l'aise à cette position. Et j'ai retrouvé, bah, comme d'autres peut-être l'ont vu aussi, mais un côté Chaka, c'est-à-dire très serein, des décalages très bons, et il mettait souvent dans des meilleures conditions Trossard aussi sur son côté. Mais ça fait plaisir quoi d'avoir un milieu qui est hyper à l'aise avec le ballon dans les petits espaces quoi. Ouais, moi, je pense que. Alors, sur Merino, je te rejoins. Sauf que je pense qu'il y a des zones qui doivent être interdites à la prise de risque. Et moi, je l'ai retrouvé plusieurs fois dans cette zone-là, à l'entrée des 16 mètres, quand tu es en 1 contre 1. Alors, c'est culotté, et tant que ça marche, tant mieux, hein. Le jour où il perdra le ballon, je Ah, ressortirai cet enregistrement-là. ouais, bah, Partey, il en Euh, fait tout le temps des pertes de balles dangereuses, hein, et il les Oui, fait devant oui. sa ligne défensive. Merino, il les fait déjà un peu plus haute et il en a pas fait. Il en a pas fait et il a créé des choses. Parce que prendre un risque, c'est prendre un risque. Donc, c'est prendre un risque de perdre le ballon. Par contre, là, on était à 1-1. Il a essayé de jouer autrement et il nous a en partie apporté des choses qu'on demande et qu'on attend en termes de créativité depuis des semaines. Moi, personnellement, ça fait des semaines que je m'ennuie hein, devant les matchs d'Arsenal. Hein. Faut être honnête. Hein. Ah bah, Moi, ça Boring m'intéresse Arsenal. pas. Ah, je suis voilà, on y est, Moi, ouais. franchement, on s'ennuie, les gars. Ouais. Faut être honnête. Hein. Pourtant, je suis un protecteur du club, mais là, on s'ennuie. On gagne, mais on s'ennuie. Hein. Et quand on Quand gagne, on gagne. quand on gagne, parce que tu C'est dis on ça. gagne, mais on n'a pas beaucoup gagné ces derniers Mais temps, hein. au moins, il y avait du jeu dans les Ouais. petits espaces, il y avait Oui. du jeu technique et c'était plus agréable. Moi, j'ai trouvé la deuxième mi-temps beaucoup plus agréable à voir et on a vu des choses Bah, déjà, intéressantes. on voit 2 buts, c'est clair. Mais moi, sur Trossard, je continue à ne pas partager ton avis dans Mhm, l'analyse de son match. Mais encore une fois, on est là pour mhm, dire ce que l'on pense. t'inquiète. Mhm. Et oui, je Ailier sais gauche, que il est beaucoup mieux. je- Ailier je- gauche, il est beaucoup mieux, c'est ça que je voulais dire ouais, aussi. ah bah, Son positionnement de toute déjà l'aide. façon, ça, on le sait, hein. Je veux dire que quand on le met dans un rôle pour remplacer Ødegaard, il n'est pas fait pour ça. Moi, je pense que Ødegaard, ouais, en fait, Trossard, moi, tu sais comment je le vois dans son poste? Je le vois comme un 9,5. Alors, désolé pour les plus vieux, mais à l'époque, comme un Yuri Djorkaeff. Alors là, je vous rappelle France 98, des choses comme ça, où il était en 9,5, où il tournait un petit peu, c'était un peu l'électron libre, mais en deuxième attaquant, pas en meneur de jeu, tu vois. Mhm. Et le fait de C'est pas pas un de, meneur, c'est clair. Mhm. et voilà, et le fait de pas devoir remplacer Ødegaard, Mhm. j'espère, va le libérer. Mais en tout cas, ce que l'on voit de lui, pour moi, semble nettement insuffisant. Et pour Gabriel Jesus, je te rejoins complètement. Après, moi, la question que je vais poser,
puisqu'il rentre allez, on va dire dans les 10 dernières minutes, 81e, il rentre, il y a Mm. 5 minutes de temps additionnel, donc il joue un quart d'heure en gros. Est-ce que sur un match comme ça, où si vraiment tu montres que tu veux faire la différence et que tu veux remporter le match, est-ce que tu ne dois pas aller le mettre aux côtés d'Havertz en pointe? Est-ce qu'il ne sera pas plus intéressant à ce niveau-là, dans les Ah, petits espaces, dans la surface, trucs comme ça. bah, je pense. Même si je trouve que Gabriel, de toute façon, pour moi, comme Zinchenko, ce sont des joueurs, pour moi, on ne peut plus compter dessus, sauf qu'ils font partie de l'effectif et qu'on a un effectif qui est tellement dégueulasse. Et là, encore une fois, on revient au bilan du mercato, que ça va être très, très compliqué, hein. Vraiment, hein. Non, mais après, c'est surtout, je ne sais pas quelle consigne il a eu parce que vous l'avez vu, où est-ce qu'il était positionné Ah, pour jouer? pour moi, il était à droite, hein. Il Il a était juste collé remplacé Saka. et il a remplacé Saka, mais surtout qu'il était au niveau de Ben White. Tous les matins, il était à Mm. 5 mètres de lui, non-stop. T'as envie de dire, mais qu'est-ce que tu fais ici? Se prenait pour un numéro 10 excentré, là, alors qu'il y avait Odegaard à côté, il y avait Merino, il y avait White. Ils étaient 50 dans le coin et tu te dis, mais qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu es si bas? Saka, il colle la ligne. Saka, il colle la ligne de défense, toujours prêt à partir en profondeur, prêt à provoquer. Tu te dis, mais pourquoi t'es pas là? Qu'est-ce que tu fais ici? Moi, il y a des moments, je me suis dit, mais t'es rentré pour jouer latéral droit ou t'es rentré pour jouer ailier droit? Pour compenser Et je me suis White. dit, l'impression qu'on devait garder le score, presque. Tu sais, il avait une position assez Ouais. défensive, en retrait. T'as l'impression qu'il voulait faire le meneur et envoyer des ballons. Tu vas me dire, mais C'est comme dit, pourquoi moi, t'es j'ai rentré? pas vu une équipe pousser pour aller arracher Bah, la lui, je l'ai pas victoire. senti pousser, oui, c'est clair. Pas senti prendre de risques, hein, ça c'est évident. Julien, par rapport au coup de cœur de Thomas et par rapport à ce qu'il a dit sur les entrants, etc., est-ce que tu as quelque chose à ajouter, à apporter, une contradiction, plutôt un accord avec lui? Alors moi, je vais plus te rejoindre un peu plus toi, Raoul, sur Trossard. Mais je suis quand même un peu d'accord avec toi. En fait, pour moi, les décalages, ils ont été faits pas grâce à Trossard et on n'a pas été plus offensif grâce à Trossard, mais grâce à Merino. J'ai en tête deux, trois de ses dribbles où il arrive à éliminer le pressing des milieux de Chelsea et là, ça s'ouvre devant lui. Et Mhm. effectivement, il l'envoie sur Trossard et Trossard a beaucoup moins de monde pour pouvoir apporter quelque chose. Et, Totalement euh, et, d'accord. c- et T'as raison. c'est ça et je pense que c'est ça qu'on attendait tous de Merino quand il a signé. Et c'est ça qu'on attend dans les semaines prochaines, je pense, du milieu de terrain d'Arsenal. C'est ça, c'est de pouvoir casser le premier rideau de pressing pour pouvoir ensuite mettre nos attaquants dans les meilleures dispositions. Et c'est pour ça que je pense que, de ton point de vue à toi, Thomas, t'as trouvé Trossard mieux, qui a fait une bonne entrée parce qu'il avait ses espaces, qui avaient été créés pour moi par Merino, qui est clairement un niveau au-dessus de Rice d'un point de vue technique. Et c'est pour ça que j'espère de tout cœur qu'un jour on pourra avoir Rice à la place de Partey et Merino à la place de Rice pour vraiment pouvoir Mm. justement casser ces lignes de pressing et pouvoir ouvrir le jeu sur Havertz, sur Trossard, sur Martinelli, sur Saka et et ça sera je pense assez exceptionnel quoi. Donc voilà, moi la nuance elle est là-dessus. Mm. Pour moi, c'est plus Merino qui a vraiment fait les décalages et qui a du coup facilité l'entrée de Trossard et qui du coup, ben, Gabriel Jesus, lui, euh, comme tu viens de dire, il a vraiment joué beaucoup trop bas et donc il n'a pas su profiter de ces décalages qui ont été créés. Mais ouais, c'est plus ça. Bah, Pour en moi, El jouant Trossard là, a fait pas une mauvaise entrée, mais c'est vraiment ouais. Merino. Moi, pour moi, j'ai trouvé Merino Mm. super pendant ces 20 minutes là. C'était vraiment très très bon. Après, alors, j'en parlais avec Jonathan, Thomas, j'en parlais avec Jonathan ce matin, Mm. où lui il me disait, ouais, on va enfin retrouver un milieu de terrain, Rice, Merino et Degarde, comme vient de le dire Julien. Je Mm. pense juste que pour le moment, avec les dernières prestations de Partey, qui étaient quand même relativement bonnes dans son rôle de 6, je pense que pour l'instant, on n'est pas prêt de voir l'association Rice-Merino et Ødegaard. Je pense sincèrement que dans la tête d'Arteta, la pointe basse en valeur sûre, c'est Partey, hein. Ah, je suis Tu, pas sûr. Alors, tu penses pas? moi non plus. Mm. Ok. Moi non plus parce que on parle d'un joueur qui est censé en juin être en fin de contrat, si je dis pas de bêtises. Mm. Ouais.
Il a zéro intérêt de l'installer là quand tu as mis plus de 100 millions sur un Rice qui est juste pour moi l'un des meilleurs 6 de PL. Non, non. Après, peut-être que pour lui, Merino était encore un poil juste pour la PL avec ses blessures, tout ça. Donc, il laisse encore Rice à côté de Haute-Garde et Partey en pointe basse parce que Partey, il est pas blessé en ce moment et que il fait pas des mauvais matchs. Mais encore une fois, là, sur le but, bon, c'est pas lui le fautif. Mais il est censé être devant sa défense, c'est pas à côté de Saliba et Gabriel. Et puis sur la première mi-temps, il s'est fait beaucoup trop avoir Ouais, clair, par clair. Cole Palmer. Et moi, je suis malheureusement un peu pauvre, mais j'ai jamais cru en Partey et je ne croirais, je pense jamais en Partey. Et je trouve que qu'il a fait une superbe année et que depuis la première année, puis que depuis c'est catastrophique. Et donc, j'ose penser que qu'Arteta voit globalement ce qu'on voit tous sur les trop grosses erreurs de Partey. Et puis à un moment donné, on avait l'impression, c'était en deuxième période, au moment du but, qu'il savait pas où il fallait qu'il se place, quoi. Il fallait pas s'il fallait monter, s'il fallait redescendre. Et puis, non, non. Donc, j'ose penser, en tout cas, j'espère, qu'on se dise que le futur, c'est Rice en 6 et Merino aux côtés d'Odegaard Un dans peu des plus rôles haut, ouais. de 8. Voilà, c'est ça. Bah, Hmm. on le verra à notre retour de la trêve internationale. Messieurs, il est temps pour nous d'aborder vos flops et vos tops. Je vous rappelle, trois flops maximum, trois tops maximum. Vous pouvez en mettre que un si vous voulez. On va commencer très seulement par les flops. Gardons du positif pour la fin de ce podcast. Messieurs, vos flops, je vous écoute. Euh, Moi, en flop, je fais attention à ce que je m'étais mis. Allez, moi, en flop, j'ai Havertz, j'ai Timber et ouais, allez, on va dire c'est les deux. On va dire c'est les deux flops. J'en ai aussi, je suis pas très content. Partez sans ballon, je trouve ça immonde. Mais avec ballon, c'était pas mal. Mais ouais, sinon, Havertz, Timber, j'ai trouvé que c'était en dessous. C'était en dessous et c'était pas là où on les attend. Et ouais, non, j'ai trouvé ils étaient pas dedans, ils auraient pu faire mieux. Et Havertz, moi, il me fatigue à provoquer des fautes bêtement. Il le fait mal. C'est vraiment le truc il sait provoquer des fautes, mais il les cherche tellement, ça me fatigue. Tout le monde, ça fatigue tout le monde. Même là, les arbitres, on sent ils savent que Kai Havertz, alors que des fois, il est intéressant, mais voilà, après, j'espère qu'il trouvera un peu plus de solutions devant parce que il aura un peu moins de responsabilité dans la création. Et Timber, bon, j'ai déjà dit ce que j'avais à dire Hmm. sur lui. Julien? Havertz aussi en un. Partey en 2 pour moi parce qu'il doit apporter beaucoup plus comme je viens de vous l'expliquer. Et je mettrai quand même Gabriel Jesus en 3 parce que un joueur de cette qualité-là qu'on connaît, même s'il est en dedans depuis le début de l'année, il doit proposer autre chose. Il doit rentrer, il doit être en feu et c'est catastrophique. Ouais. Ok. Bah moi, je mettrais Timber et Trossard en flop. En top, messieurs. Julien, tu peux continuer Ouais, sur ta tu veux que lancée je si tu veux. continue. Ouais, vas-y. En top, bon, bah, ça sera mon maître mot de ce podcast, mais Oui, Bien évidemment, Martin Odegaard. je pense qu'il est dans le top de Euh, tout le monde, hein. voilà, pour sa passe et puis pour son retour et puis voilà, pour tout. Merci, merci le vrai et le seul roi de Norvège. Et ensuite, même si on a pris un but, je vais mettre Gabriel et Saliba tous les deux au même niveau parce que ils sont quand même toujours aussi solides, même si Canal Plus soulignait qu'on avait pris un but sur les 7 derniers matchs et que du coup, bah, on perdait un peu de solidité défensive. Ça reste quand même les patrons et puis sur un ou deux corners, on aurait pu encore marquer un but si on avait un peu mieux joué le coup. Et puis voilà, voilà pour moi. Ok. Thomas?
Bon, moi, Martine, avec à peu près ce que tu as dit, et un mec qui revient de quasiment 2 mois de blessure et faire un match aussi Complet. Ouais. décisif contre un adversaire difficile, moi, franchement, ouais, ça m'impressionne. Et puis, comme tu disais aussi, Raoul, c'est la sérénité qu'il apporte à tout le monde, ça se ressent beaucoup et on sent que Et c'est, un vrai voilà, ouais. leadership, hein. Ah ouais, ouais, Ouais. c'est impressionnant. Retrouvé, ouais. Ouais, ouais, puis l'organisation, tout ça, donc c'est vraiment intéressant. Après, mon deuxième top, c'est David Raya. Ok. David Raya, pour moi, c'est un match Rayaesque défensivement, c'est-à-dire il n'y a pas d'occasion parce que Raya les tue avant qu'il y ait une occasion. C'est-à-dire la captation des centres, où il a vraiment été très bon. C'est les couvertures sur la profondeur. Je sais pas si vous voyez l'action où Mhm. il fait un sprint de malade sur son aile droit pour En couvrir la deuxième mi-temps, ouais, profondeur de il en White. fait deux des sorties comme ça. Une de la Il fait tête et des, Ouais. un tacle, ouais. ouais, il apporte une sérénité. Alors on parle souvent de la solidité de notre charnière, mais lui, il est derrière, quoi. Il est Mm. derrière, et ça, c'est des actions où clairement, on est à la traîne, où notre défense, comment dire, Elle est enfin, loin. c'est normal, elle est loin, quoi. C'est normal, ils Ouais. peuvent pas tout gérer, mais ils compensent. Et sur cette action, il y a pas de tir, il y a pas de frappe, mais il y a une action de but qui a été stoppée. Et ça, c'est pas dans les stats, c'est nulle part. Mais voilà, moi, je regardais encore, il a arrêté 4 centres, il a fait deux gros tacles défensifs. Enfin, voilà. Et puis des centres, il a tapé des sacrés centres qui sont passés devant lui. Il a fait des super interceptions et pas juste du point, comme a fait Robert Sanchez un certain nombre de fois. C'est juste, il a capté et il est prêt à la relancer. Donc, moi, j'ai trouvé très bon et j'ai vu qu'il y avait un certain nombre de tweets qui aussi tournaient autour de sa performance, qui était un peu mis de côté, mais non, je l'ai trouvé très bon. Et puis, troisième Merino. Troisième Merino pour Ouais. moi. Très bonne rentrée sur le peu de temps qu'il a eu. J'ai trouvé vraiment très bon. Il nous a fait beaucoup de bien au milieu de terrain. Ok. Moi, je mettrais Ødegaard forcément, et je mettrais Saliba, et je m'arrêterai là. Et en flop, j'ai oublié, c'est le bilan comptable, puisque on prend 2 points sur 12 en championnat sur les 4 derniers Ouais. matchs, et que ça fait quand même très très 2 mal. sur 12. Oh la 2 vache. sur 12. Ouais. 2 sur Ça fait 12. Ouais. mal. Ouais, c'est horrible. Pour les supporters d'Arsenal, ouais, ça fait très très mal. Messieurs, je vais pas vous challenger sur d'autres sujets parce que sinon on va partir sur un podcast d'1 heure et demie. Je vais juste vous remercier pour votre participation. Euh, la déception, elle est là. La frustration, elle est là. Je sais même pas quels sont les adjectifs que l'on peut utiliser, mais je crois que la trêve internationale va faire du bien aux joueurs, mais va nous faire du bien également. Parce que là, du Bon. coup, Oui. ça devient vraiment compliqué. Pour notre santé Euh, mentale, ouais, c'est ouais, clair. ouais, franchement, ouais, ouais, là, on n'est C'est pas loin dur. on n'est pas loin de l'ulcère, là, je crois. On va espérer que, il n'y ait pas grand monde qui parte en sélection et que ceux qui partent ne se blessent pas. Mm. Rappeler à nos auditeurs que les notes du match sont en ligne, ça y est. Euh, Sans grande surprise, de garde est le mieux noté. Je vous laisserai découvrir les notes de chaque joueur que la rédaction, c'était Louis qui était à la notation, que Louis a mis à l'ensemble de nos joueurs. Et puis n'hésitez pas à commenter directement via le site web ou via ce podcast-là pour nous donner vos avis. La pause fait du bien, va faire du bien, et nous, côté podcast, on va en profiter pour faire quelques épisodes, notamment le bilan octobre-novembre qui est catastrophique. Et Bon courage. Ouais. on Ouais. enregistre lundi un épisode avec Jonathan qui avait bossé le sujet pour vous, les artilleurs, et avec Corentin qui a fait un article dessus. On va aborder le départ d'Edu, euh, son bilan. Du coup, ça reprendra un petit peu quand même ce qui a été fait Mm. sur votre podcast, mais les raisons de son départ et les potentiels remplaçants, si je peux dire ça comme ça. Mm. Donc n'hésitez pas à nous suivre, n'hésitez pas à mettre les 5 étoiles, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à commenter. Messieurs, un bon dimanche. Pour ceux qui ont encore un peu de courage, il y a le derby du Rhône, il y a Lyon-Saint-Étienne. Moi, ça va être montage de podcast pour moi. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci de votre écoute. Merci de votre fidélité. Et à vous, messieurs, merci de votre présence. Très bonne soirée à Merci les tous. gars. Ciao, ciao. Merci, ciao.
just would like to finish by one simple word. I will miss you. Thank you all for being such an important part of my life, and hope to see you soon. Well done. Bye bye.